8h44 sur Europe 1, le club de la presse. Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Et je vous le disais, vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée dans vos rendez-vous d'infos. Cette question, d'où vient la haine des riches? Une haine bien française qui connaît un regain de vigueur en ces temps d'inflation, réveillant la pulsion confiscatoire des uns. De quoi a-t-on débattu à l'Assemblée nationale la semaine dernière avant que la Première ministre n'active le 49.3? Eh bien, du rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, de l'exit tax aussi, cette punition fiscale pour l'entrepreneur tenté de se délocaliser à l'étranger. Alors, le riche en France n'a pas tout à fait la même image que son homologue aux États-Unis. Eh bien, on va entrer dans le détail avec nos deux invités jusqu'à 9h. Je salue d'abord Nicolas Lecossin qui est en studio avec moi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. C'est un think tank d'orientation libérale. Vous avez écrit il y a 10 ans un livre avec cette question. Je vous la poserai directement tout à l'heure. À quoi servent les riches? Je note que vous l'avez signé en 2012 dans des conditions économiques qui ressemblent un petit peu à la situation que nous vivons. Ça n'est sans doute pas anecdotique. Philippe Fabry est également avec nous en ligne depuis Toulouse grâce à notre correspondant européen Benjamin Peter qui est à vos côtés et que l'on salue également. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Vous êtes avocat, historien du droit. Il y a 4 ans, vous avez publié dans le Figaro une tribune qui tente de remonter aux sources de la haine anti-riche en France. 4 ans déjà, mais finalement le propos, semble-t-il, est à peu près le même. On va d'ailleurs remonter un peu le temps avec vous pour identifier les causes de cette haine anti-riche. Vous dites qu'il faut aller jusque dans le 19e siècle. Mais d'abord, peut-être, avant de faire de l'histoire, Philippe Fabry, je commence avec vous. Pourquoi ça ressort maintenant, d'après vous, cette haine anti-riche ? Parce qu'on entre dans une période difficile pour un petit peu tout le monde. On entre dans une période de pénurie énergétique notamment, mais d'inflation, et toutes les périodes d'instabilité financière où tout le monde a un petit peu l'impression qu'il va falloir se serrer la ceinture sont naturellement propices à réveiller l'envie de regarder du côté des plus riches pour savoir s'ils feront effectivement leur part à hauteur de ce qu'ils détiennent. Donc ça, c'est assez classique. Voilà. Avec aujourd'hui en plus un nouvel argument, c'est qu'outre la fortune des plus aisés, on regarde aussi leur bilan carbone, et voilà qui aggrave leur dossier d'une certaine manière, Nicolas Lecossin. Ouais, en fait, la haine des riches est une constante en France. C'est la recherche du bouc émissaire, le coupable. Il y en a plusieurs, les riches, la mondialisation, le libre-échange, l'ultralibéralisme dans un pays qui est champion du monde des prélèvements obligatoires. C'est quand même assez ridicule. Mais en même temps, là, effectivement, pendant les périodes de crise, on s'en prend à ce qu'on nomme les riches. Mais d'ailleurs, on ne sait pas exactement qui sont-ils, parce que ce ne sont pas les mêmes pour la gauche ou pour la droite, ou même pour les activistes écologistes ou gauchistes. Donc c'est un mélange un peu de tout pour désigner le coupable, le bouc émissaire idéal dans cette période. Alors Philippe Fabry, justement, à propos du riche, qui est-il ce riche que les Français aiment tant détester? Vous distinguez, vous dites, c'est bizarre, on ne traite pas de la même manière le footballeur, l'artiste, celui qui quelque part a gagné sa fortune à la sueur de son travail, du chef d'entreprise ou de l'actionnaire qui, lui, c'est le capital finalement qui l'a enrichi. Donc, quelque part, il y a une forme d'expression anticapitaliste, pensez-vous, dans la haine anti-riche en France ? Oui, je pense que c'est ça, parce que sinon c'est difficile d'expliquer justement la spécificité du sentiment anti-riche en France, parce que effectivement c'est surtout orienté contre le patron en fait, celui qui est patron, celui qui est actionnaire éventuellement, donc qui s'assimile au patron par sa participation au capital, et ça effectivement c'est un héritage du 19e siècle, parce que tout simplement le 19e siècle c'est le moment où apparaît le capitalisme en Europe et en particulier en France. Et c'est le moment où se construisent toutes les représentations culturelles dans la population de ce qu'est le capitalisme. Alors il y a des pays, notamment les 2 autres grands pays capitalistes d'Europe à l'époque, qui étaient l'Angleterre et l'Allemagne. Dans ces pays-là, ça s'est fait différemment de chez nous, parce que nous avons connu, nous, une particularité qui a été la véritable répression d'État sur la classe ouvrière, qui a duré pendant plus de 3/4 de siècle, depuis la Révolution jusqu'à l'autorisation du syndicalisme par Waldeck-Rousseau en 1884. Et alors qu'en Angleterre, le syndicalisme a été interdit pour raison de guerre pendant 25 ans à l'époque des guerres napoléoniennes, et sous Bismarck en Allemagne, ça n'a été interdit que pendant 12 ans. Donc ça n'a pas du tout construit le même rapport. Et chez nous, donc, il y a eu cette interdiction des classes. Pardonnez-moi, Philippe. Donc vous dites la lutte des classes, quelque part, c'est les patrons qui l'ont déclenché, si je puis dire. La guerre des classes, c'est un peu le message que vous nous faites passer ce matin, et c'est ce qu'ils payent aujourd'hui d'une certaine manière encore ?
Oui, voilà, d'une certaine manière, oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que sous la Révolution, on avait l'idée qu'il fallait tout libéraliser parce qu'on était appesanti par les corporations d'Ancien Régime, qui étaient ces structures de production extrêmement resserrées, réglementées, qui bridaient toute possibilité déjà de choisir son propre métier, souvent, parce que si on n'appartenait pas à la corporation, on ne pouvait pas être boulanger, par exemple, même si on avait ce rêve-là. Mmh. Et donc, on a décidé de casser tout ça, et on a notamment interdit, par les lois révolutionnaires, les coalitions, ce qu'on appelait les coalitions à l'époque, qui est en fait les syndicats, d'ouvriers et de patrons. Les deux devaient être interdits par la Révolution. L'idéal, c'était vraiment plus personne s'associe, c'est juste le marché qui joue, quoi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que politiquement, le pouvoir est revenu aux très grands patrons en raison du suffrage censitaire, puisqu'il y avait 2% de la population qui avait le droit de vote. Donc il n'y avait que les gens très riches, en plus c'était pas les petits patrons, c'était vraiment les très grands industriels, les très grands capitalistes ou les très grands propriétaires fonciers qui avaient le droit de vote. Résultat, eh bien, pendant tout le 19e siècle, le syndicalisme était interdit certes des deux côtés, sauf que les patrons, ils avaient un syndicat, c'était le gouvernement. Et c'était leur manière de se retrouver dans ce pouvoir-là. Et c'est ça qui a fait que dès le départ, en fait, en France, le combat social et le combat ouvrier tout simplement, qui est un combat de négociation pour de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, etc., a été lié à un combat politique contre l'exclusion, en fait, tout simplement, de toute une catégorie de la population. Alors, ces représentations sont construites à cette époque-là. Nicolas Lecossin, je vous vois opiner du chef quelque part. Donc, c'est une sorte de vengeance sociale depuis le 19e siècle qui se joue quand on entend dire à l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'est la crise, il faut donc taxer plus fortement les riches. En France, donc, vous avez ce que je disais, la recherche du bouc émissaire et aussi l'obsession des inégalités, l'obsession de la taxation. Ah bon, tant que ça, il faut taxer. Des inégalités tant que ça, parce que j'ai envie de vous dire, aux États-Unis, on en parle beaucoup, mais en France, les inégalités, peu de responsables politiques abordent ce sujet. Mais aux États-Unis, le riche est vu comme le résultat du succès. Dans tous les classements d'opinion, sondages d'opinion aux États-Unis, vous avez les chefs d'entreprise qui arrivent en premier, en tête, et pas seulement les sportifs ou les comédiens ou les acteurs d'Hollywood. Et en même temps, vous voyez qu'un livre comme celui du français Gabriel Zucman, Le triomphe de l'injustice, qui met sur la table, qui chiffre l'ampleur des inégalités aux États-Unis, est un succès phénoménal en librairie. Ça peut être un succès, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. Quand vous parlez de justice fiscale et justice sociale, ce sont des termes qui sont mal choisis parce que ça voudrait dire qu'il y a une injustice quelque part. Si quelqu'un est plus riche, ça ne veut pas dire qu'il a volé l'argent, il l'a gagné. Attention, je mets de côté les oligarques russes, chinois ou autres, donc je ne parle pas de cela. Oui, on a évoqué le fait qu'en France, les inégalités, l'indice de Gini montre notamment qu'en France, les inégalités sont beaucoup plus faibles chez nous. Sont beaucoup plus faibles, oui, tout à fait. Que dans d'autres pays. Et puis il y a des façons de calculer. On calcule après les impôts, après la redistribution, donc c'est autre chose. Mais je voudrais revenir sur un exemple concret parce que c'est d'actualité. La comparaison entre le PDG de Total et un grand footballeur français qui s'appelle Benzema. Regardez, tout le monde a critiqué, enfin ceux qui ont fait grève et aussi les activistes ont critiqué le PDG de Total qui en fait gagne environ 5 millions d'euros par an et Benzema qui gagne 2 fois plus et encore plus avec les pubs. Et personne ne s'en est offusqué. Le footballeur, j'ai rien contre le foot, je joue au foot d'ailleurs. Et qui dédie son ballon d'or au peuple. Qui dédie son ballon d'or au peuple. Donc il a son jet privé et autres. Alors que le PDG de Total a quand même créé plus de 100 000 emplois. Il est présent dans 130 pays. Il fait la gloire de la France un peu partout dans le monde. Bon, je voudrais vous faire écouter un petit son, messieurs. Ça va rappeler des souvenirs à tous nos auditeurs. Rappelez-vous, c'était le 7 janvier 2015. Emmanuel Macron, dans une interview aux Échos depuis le CES de Las Vegas, a cette phrase: les jeunes Français doivent avoir envie de devenir milliardaires. Quel signal! Alors que nous avions à l'époque un président, François Hollande, qui disait « Je n'aime pas les riches, mon ennemi c'est la finance », avait-il dit pendant sa campagne. Voilà, donc quelque part on sent qu'il y a une forme de bascule qui se fait à ce moment-là, un discours nouveau, et c'est une victoire pour tous ceux qui disent par exemple « trop d'impôts tue l'impôt ». Vous le dites par exemple, vous Nicolas. Tout à fait. Emmanuel Macron, c'est quoi? Qu'est-ce qui change? En fait, je suis pas souvent d'accord avec Emmanuel Macron, mais là je suis d'accord avec lui. Et rappelez-vous, en 2012, Nicolas Sarkozy aussi a fait une politique qui a dit il faut taxer les riches. Donc François Hollande l'a continué. Donc on a besoin de riches parce que les riches sont ceux qui créent des emplois. Si vous regardez... Donc c'est à ça que servent les riches, le titre de votre ouvrage. Que servent les riches. Il suffit de regarder le classement des 10 premières fortunes de France. Vous avez presque 1 million d'emplois. Donc toutes les entreprises qu'ils ont créées. Et maintenant vous avez donc 2 grands classements
Forbes pour l'Amérique et pour le monde aussi, et Challenge, qui est la revue Challenge qui fait le classement des riches. Et vous regardez, il suffit de voir que ce sont des gens qui se sont enrichis grâce à l'entrepreneuriat, grâce à la création d'entreprises, grâce aux entreprises qu'on appelle les licornes, qui se développent rapidement et qui créent des milliers d'emplois très rapidement. Et c'est normal qu'ils s'enrichissent assez vite. Ce ne sont plus les nobles du XVIIIe siècle et autres. Voilà, ce sont des créateurs d'entreprises qui créent des emplois. Alors Philippe Fabry, c'est très intéressant ce que vient d'expliquer Nicolas Lecossin, parce que quelque part c'est dans la suite de ce que vous nous racontiez tout à l'heure sur cette histoire de pourquoi la haine des riches. On voit qu'il y a aussi un ressort dans la pensée chrétienne qui distingue depuis le Moyen-Âge la bonne fortune, la fortune vivante, c'est-à-dire celle qu'on investit, celle qui circule, de la fortune morte, la fortune du rentier. Et il y a un vrai paradoxe, parce que quelque part ce riche que l'on déteste en France, précisément c'est celui dont la fortune est vivante, la fortune qui circule, la fortune que l'on réinvestit. Oui, tout à fait. Alors, après cette détestation, il faut voir qu'elle est malgré tout en particulier vivace dans la partie de la population qui est marquée par la culture, soit marquée par la culture ouvrière qui est héritée au XIXe siècle, soit aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un relais qui a été pris au XXe siècle avec toute la doctrine marxiste, justement, et qui elle a pénétré dans les universités. Donc, c'est comme ça que c'est devenu véritablement quelque chose de très culturel et que ça a dépassé finalement la classe sociale qui était intéressée par ce combat à l'origine. Mais de toute façon, l'idéologie, que ce soit le christianisme hier ou aujourd'hui l'écologie, viennent toujours quelque part rationaliser des vœux qui sont beaucoup plus profonds. Vous parliez tout à l'heure justement du bilan carbone. En réalité, le bilan carbone, c'est une espèce qui est jetée à la figure des riches par les classes populaires. Oui. C'est la réponse du berger à la bergère quand les classes urbaines plus fortunées expliquent au peuple que rouler au diesel, c'est pas bien, ça fait mal à la nature. Hein. C'est cette population gilet jaune qui n'a pas supporté. Quand on lui dise que rouler à 80 parce que notamment ça protégerait la nature, c'était c'est vu comme des leçons de morale. Et donc le discours est repris et retourné, mais au fond, de toute façon, des deux côtés, ça vient habiller des préoccupations sociales. Il y a la volonté de se distinguer socialement de la population urbaine qui veut pas être assimilée à la population périphérique, et la volonté périphérique de faire des revendications d'égalité sociale. En fait. Merci beaucoup Philippe Fabry d'avoir été avec nous en ligne depuis Toulouse ce matin. Je remercie également Benjamin Peter, notre correspondant européen qui était avec vous. Merci aussi beaucoup Nicolas Lecossin. Je redonne le titre de votre ouvrage, ça se trouve encore. Hein. À quoi servent les riches? C'est édité par J.C. Lattès. 10 ans plus tard, le livre se vend encore. C'est quand même signe qu'on est sur un sujet de fond. Tout à fait. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi aller vous renseigner sur le site de l'IREF, dont vous êtes le directeur. Merci à vous. Bonne journée, messieurs. 8h57. Philippe